1999, l'on peut dire que le film que l'on n'attendait pas et qui va nous retourner la tête aura bien été cette momie réalisée par Stephen Sommers, véritable bijou de fantastique et d'aventure rythmée comme jamais et vraiment surprenant. Ce qui n'est pas moins et encore moins étonnant, c'est qu'Universal ait très vite envie de remettre le couvert et le projet va être rapidement mis en route, peut-être même un petit peu trop rapidement, en réussissant ce que les spectateurs adorent, réunir tous les acteurs du premier film, sans en oublier, même équipe technique, ou presque, et même société d'effets spéciaux, et n'oublions pas, un budget qui enfle, passant de 80 millions à 98. Creative team of Stephen Sommers, James Jacks, and Sean Daniel were already making plans for a sequel. By the time we finished making Mummy 1, I had all these ideas, and I thought, oh, wouldn't it be great to make a sequel? Because I think I could even, do better. All this stuff's being sucked from every angle of the volcano down to the hole. It needed to be a new adventure, a new story, new special effects. I didn't want to rely on old tricks. I had to, take it to a whole new level, make it, not only bigger, but... Unlike most other sequels, the entire original cast returned, eager to reprise their roles. The key is to first get the cast back. And that's what I felt really good about, because Brendan and Rachel and John and myself, we all agreed, look, let's not do the sequel unless it's going to be better. The Mummy is a beloved character, and it's being well treated. And I think that the appeal really shows that people really care about it. Well, Steve always said when we were doing the first one, he said, if we do a sequel, I would only want to do it if we could make it different. From his experience in the first film, Sommers knew he could rely on the undeniable chemistry of his cast to carry him through the production of the sequel. We all know each other so well that we can actually have a little bit of fun with each other and finish one another's sentences. And I think that family dynamic has really been well attended to and well written. Credit to Stephen Sommers. You guys run in looking at the X. Well, you know each other and you feel very comfortable in that relationship, so it was lovely to see everybody right at the start, and also you hit the ground running, you start filming and you know what you're trying to do, you have a relationship, you have a communication already, you don't spend 2 or 3 or 4 weeks kind of figuring out where you're at and how everybody is and if it's okay to say this and suggest that. It's like, where have I been? Where am I going? Exactly. So it's very, very comfortable and it kind of gives us that head start, I think. I think this is why so many of us were so happy to do this again, because we just had so much fun on the first one. And Steve's a great guy, Brendan, Rachel, John, everybody, they're just all great. En 3067 avant Jésus-Christ, le roi Scorpion tente en vain de prendre la cité de Thèbes avec sa gigantesque armée et essuie une terrible défaite. Les survivants errent dans le désert d'Amcher et meurent les uns après les autres. Matthäus fait un pacte avec le dieu Anubis qui fonde l'oasis d'Amcher pour le sauver. Il reçoit alors le commandement de la terrible armée d'Anubis avec laquelle il va terrasser ses ennemis. Sur le point de se rendre maître de Thèbes, Matthäus se fait voler son âme par Anubis afin de le servir pour l'éternité. En 1933, voici 8 ans que Rick O'Connell et Evelyn, nos héros du premier film, ont fait la terrible rencontre avec Imhotep. Ils mènent leur vie dans un manoir à Londres avec Alex, leur fils âgé de 8 ans, lui aussi fasciné par l'Égypte ancienne et qui participe activement aux recherches archéologiques de ses parents. Le bracelet d'Anubis. Ils se rendent en Égypte où ils trouvent le bracelet du roi Scorpion qu'ils rapportent chez eux, mais Alex veut l'essayer, le bracelet s'accroche à son bras et c'est parti pour une nouvelle aventure. Une tempête qui se prépare dans les profondeurs du désert saharien, dans l'antique cité des morts, Amun-Aptra, une secte mystérieuse avide de pouvoir menée par le conservateur du British Museum et la séduisante Mela Naïs ramène à la vie la seule créature capable bien sûr de vaincre le roi Scorpion, notre grand prêtre Imhotep, condamné depuis 3000 ans à errer comme un mort-vivant. Yanakana Arxunamun, Simi Sepsimur,
Imhotep, bien sûr, convoite le bracelet détenu par les O'Connell, ce bracelet qui va lui permettre de trouver l'oasis secrète et où repose le roi Scorpion et de libérer l'armée d'Anubis. Stephen Sommers revient en tant que scénariste et réalisateur, fort heureusement, et va devoir affronter bien sûr de nombreux problèmes de tournage non prévus, ne serait-ce que par l'ambition du projet. Pour lui, il est impossible d'écrire un scénario médiocre, surtout pour les acteurs avec qui il entretient de très bons rapports et qui veut absolument réunir. Ayant carte blanche sur l'histoire, il va pouvoir se lâcher comme jamais, se laisser aller et concevoir des scènes fantastiques remplies d'actions dépassant de loin celles du premier volet, sur le papier en tout cas, dont un début pharaonique où plusieurs bastons homériques prennent vie sous nos yeux ébahis. Plus de moyens dit plus d'effets et de spectaculaire, le film Monsieur Plus pour ceux qui ont la ref. L'histoire se situe sur plusieurs niveaux en plus de lecture dont de nombreux flashbacks viendront nous donner de beaux moments puisque Evie se trouve elle aussi être habitée par les pensées de la fille du pharaon Séti Ier. Bref, Stephen Sommers est un cinéphile et va souvent voir les suites de grands films et sait qu'il ne faut pas faire l'inverse de ce qui se fait au cinéma et qu'il faut absolument faire en sorte de ne pas resservir le même film aux gens, se renouveler, sans oublier de garder les personnages dont les spectateurs sont fous. En effet, en gardant nos héros et les vilains, cela permet d'intelligemment approfondir les caractères qu'un seul film n'avait pas eu le temps de faire et d'essayer de surpasser le premier. Tu as la marque des Medjay. Oh, ça. On me l'a tatoué quand j'étais à l'orphelinat. On prend les mêmes donc et l'on recommence, même perso, mais récits différents, plus grandioses, plus spectaculaires et 1 an et demi de préparation et tournage qui va terrasser de fatigue le créateur. Les prises de vue débuteront en mai 2000 au Maroc, il y avait tourné le premier et iront en Jordanie, en Égypte et Londres et tous les décors intérieurs seront construits dans les fameux studios Pinewood et Shepperton. You want to draw from what you've observed and from your reference material and build upon it to create something that's outside of our reality. I wanted it to be a new adventure, bring back a lot of the same characters, but it needed to be a new adventure, a new story, new special effects. I didn't want to rely on old tricks. Pour la scène du dirigeable et de la poursuite avec le raz-de-marée momie qui est après eux, elle sera tournée sur les lieux des canyons de Petra, rarement vus au cinéma. L'oasis doit être quelque part dans le coin. Ne t'inquiète pas, on retrouvera Alex. Tout Stephen Sommers est dans le film, son énergie constante que l'on retrouve sur les plateaux, énergie communicative, et il adore se sentir aux commandes de 500 personnes au beau milieu du désert parce qu'il aime les blockbusters, comme il était fan des grands films de Michael Curtiz, le roi des pirates, des chevaliers, des aventuriers de toutes sortes, son réalisateur préféré, et idolâtre bien sûr Ray Harryhausen pour ses créatures. Oh non, pas encore eux! He really works and pushes, and that really inspires the crew to work harder too. It's a tough physical movie, and he has to work very hard. Stand by, everyone. Quiet, please. Rehearsing. Now, how far can I turn? That was perfect, dude. Just like that, and finish the line, then turn forward. Right as you turn forward, I'm gonna cut wide. Okay. Steve Sommers really is the star of The Mummy, it's written and directed by Steve Sommers, and it's really his movie every step of the way. This whole wall's gonna explode with water. What, when I'm running? Yeah. If you don't run fast enough, it's gonna take you out and shoot you through that wall back there. You'll be dead in a second. Aren't I good with kids? I'm real good with kids, aren't I? The film wouldn't be possible if Stephen didn't have this level of energy because he kind of acts everything out for us. Come right into this lens. Stop right here. I think Steven's metabolism is probably spiked another 100 points. It's hard to keep up with the guy because he has such energy. He's written all this and imagined it all and he sees it all coming to life, and he has enough energy for 100 people. One more time, Arnold. Give me a bigger pause. I'll cue you to say the second line. Here we go, and action! If you watch him as he directs, he throws his hands in the air. It's like he's almost consuming the images. Closer, closer, it's getting closer, closer, closer. Go! He
spurs everyone on and urges everyone on and keeps everything kind of bobbing up in the air. It's like a kid in a toy shop. And they're still screaming, but it's... You can't sit down when the director's, you know, at the end of the day after 12 hours of work, he still is standing up and running around and rushing and stuff. No way anybody else is going to sit down. I never sit down. This is the first time I've sat down all day, I think. De plus, et ce n'est pas rien, Sommers est son propre scénariste, ce qui lui permet de penser son film sur toutes les étapes et de faire en sorte de préparer ce qui est faisable avec sa vision bien en amont, et l'on ne pourra lui reprocher d'avoir réussi son hommage à ces deux génies du cinéma, même si le CGI et la technique n'auront jamais le charme d'antan. Il n'oublie pas la tragédie non plus avec la scène de la mort d'Ivy, que nous savons passagère, mais très bien amenée, très bien gérée pour les personnages et où les acteurs et la musique, suivis de plans bien traités, nous offrent une scène absolument triste et empathique pour peu que l'on apprécie nos deux héros. Oh, Ivy, tu es solide, tu vas t'en sortir. John Bloomfield est au costume, comme sur le premier film, qui avait travaillé sur Conan le Barbare de John Milius, ainsi que Conan le Destructeur de Richard Fleischer, dont vous avez des vidéos sur la chaîne, ou les Robin des Bois, Prince des voleurs, Rapa Nui et Waterworld de Kevin Reynolds, et bien sûr travaillera sur le Roi Scorpion en suivant de Chuck Russell. À la photographie, c'est l'énormissime Adrian Biddle dont j'ai parlé sur mes vidéos d'Aliens le retour de James Cameron ou Willow de Ron Howard et le premier Mommy. Il travaillera bien sûr sur Princess Bride de Rob Reiner, Event Horizon de Paul W.S. Anderson ou V pour Vendetta de James Mattig, film qui lui est dédié puisqu'il décède en 2005. 98 millions de dollars de budget, le retour de la momie va rapporter 433 millions de dollars au box-office mondial, dont 202 simplement en Amérique du Nord et 230 à l'international. Et en France, le film cumule 2 298 000 entrées. Un carton. Entre 1999 et 2001, les effets spéciaux ont tellement évolué encore ici que Sommers va les utiliser au service de l'histoire et pas l'inverse comme dans le premier. Une fois le scénario écrit, la maison de George Lucas va mettre 2 ans pour travailler dessus, même s'ils sont surchargés de travail malheureusement. Quand Sommers va se retrouver sur la table de montage, il n'a encore vraiment rien et tout va lui être livré seulement dans les 2 dernières semaines. Ceci va donc expliquer beaucoup de choses. Effectivement, on reproche souvent à cet opus ses effets spéciaux ratés, comme dans le Los Angeles 2013 de John Carpenter, dont la société d'effets spéciaux de chez Buena Vista va fermer pendant le travail sur le film et donc ne plus être terminée. Pas de fermeture ici, certes, mais une vraie surcharge de travail et peu de temps pour accomplir de façon parfaite ce qui est demandé. Ils ont pourtant 8 mois de travail, mais c'est pour quelque chose d'absolument énormissime. Et ILM, Industrial Light and Magic, ont plus d'une centaine d'effets à réaliser. John Burton Jr. est à la tête des effets, déjà superviseur de ceux du premier, et avait sauvé le film précédent de Sommers, Un cri dans l'océan, en livrant des plans du monstre rapidement et très bien faits. Anubis donna le commandement de son armée. You just kind of have to be brave and trust that you're not completely overacting if you feel that you are. And maybe you are a little bit, but the truth is it all makes sense once they put the film together. Well, that's part of my job, to be here to help them understand what it is that they're looking at on that big blank blue screen. Des vagues maléfiques qui déferlent, ils balayèrent tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. Or what it is they're reacting to as they crawl through the dark caverns, or what it is that's chasing them that makes them want to run away in terror. It's very complicated work. So while I'm here shooting, my crew's back at Industrial Light and Magic, and they're working away trying to figure out how to do this stuff. So when we get there, we can really start putting it all together. Okay, as soon as we're set, guys. For the Anubis Warriors, we looked at dogs, we looked at ostriches, we looked at big dogs, and we looked at all of the hieroglyphic references that we could find. We looked at different kind of fur patterns. We looked at all kinds of mythological renderings, and we looked at every movie that was ever made that ever had anything Egyptian in it. And then we start to build from that. We've got an army of thousands of dog-headed Anubis warriors storming this ancient city and laying siege to it.
We knew from an early storyboard that the production supplied us with that we wanted to have some of these Anubis warriors climbing the walls of the city and really getting the feeling of an invasion. We started high on the wall and we populated our city with some simple pawns representing the Anubis warriors. And we come down past this tower and to the ground level where the shot finishes, focused on the Hero Temple. And we include the Anubis warrior, which then bursts into sand and takes us through this transition to the 1930s. Anubis, le dieu mi-homme, mi-chien et ses créatures vont donc être une des batailles du début et de fin de film avec plus de 50 000 bestioles les unes contre les autres, rajoutant des citadelles folles, des pyramides, des momies pygmées flippantes, sans oublier les créatures du premier qui reviennent bien sûr, dont nos petits scarabées préférés. Les guerriers d'Anubis font 3 mètres de haut, démultipliés par ordinateur bien sûr pour affronter les guerriers conduits par Ardette B. That's now going to interact directly with 32,000 synthetic warriors. And that's really what we're targeting for. The soldier mummies, the priest mummies, the pygmy mummies, and all these characters. And we bring that complexity together. Now we've got something happening. Now we've got an army that really looks great. It looks great even up against the live action elements, and now you can have a battle. And that's really what we were after. Daniel Janet, un des Français travaillant à ILM, sera lui le superviseur de l'animation digitale, ce qui ici n'est pas un petit boulot. Il va donc avec son équipe améliorer les textures des personnages du premier et surtout Imhotep, qui passera plus rapidement de sa phase de résurrection à celle où l'on reconnaît l'acteur. Ils utiliseront le système Vicon qui permet de faire interagir un personnage irréel avec les séquences en studio pour que tout soit parfait pour l'intégrer sur les prises de vue réelles. Les momies pygmées ont surgi de la tête de Stephen Sommers sans savoir si ILM était capable de mettre les créatures sur l'écran. I realize a split second before it hits us that something's coming. And the something that's coming are going to be these little pygmy guys. Steve is fond of saying, the pygmies alone will be worth the price of admission. Stephen was talking about the pygmy mummies pretty early on, and thinking that they were going to be something that was going to be in this movie that was completely different from what had been in the first film, but still had that dynamism, that scariness, and that kind of crazy creepiness. To us, right away, we kind of felt the vibe on these guys, and the art department went to work. They're going to be small, they're going to be mean, they're going to have big pointy teeth, and they're going to be just ill-tempered and crazed. They're deranged. And this is where we went with it. And Stephen was like, yeah, that's the guys. You know, what are those guys like? And we started to create the drawings. And these guys are swinging through the trees on vines, and they're barefoot, and they've got, you know, sticks growing out of their heads because they've been laying around in the bushes for 3,000 years waiting for somebody to walk into their trap. And you have these wonderful sequences with Rick O'Connell running along, and his son's hanging off his back and saying, "Dad, look out behind you." And he turns around, and here's this crazed, demented midget with a big knife. He's like, whoa! Luckily, he has a shotgun, and that's the end of that guy. Reste que la scène avec les pygmées est absolument hilarante, très bien faite, et fout même la trouille. 350 plans d'effets seront répartis sur le film par le studio de Lucas sur les 450 demandés. Même si nos scarabées sont de retour, les scorpions de taille réelle seront eux aussi créés en CGI pour certaines scènes, en établissant des cycles de course en animation cyclique de 15 à 20 images traitées et attachées à des trajectoires bien spécifiques puis démultipliées. La menace fantôme a aidé à développer de nouveaux effets, notamment sur les foules en mouvement, et même notre Imhotep a droit à une cure de rajeunissement gardant le programme, mais en y améliorant fortement les textures. 20 millions de $
dollars seront donc alloués aux effets spéciaux, le budget d'un film français de l'époque, et les cascades de Chris Corbould et les maquillages de Nick Dudman aideront grandement pour les séquences d'aventure. Mais le temps ne s'arrête pas, ILM est à la limite, voire plus de ce qu'il peut produire en personnel et temps de travail. Le dernier mois, c'est du 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'équipe au bord de l'épuisement pour essayer d'absorber le travail qui s'accumule. Résultat, une rivière juste finie et un petit peu trop argentée, mais qui passe, même si elle n'est pas de la même couleur sur les passages réels. Et bien sûr, un roi scorpion final un peu raté. N'ayant pu finir complètement le personnage pour la date butoir imposée par les studios. Effectivement, dans les interviews, ILM est content, mais ils vont pas dire qu'ils ont raté le bonhomme. Part of the reason The Mummy Returns works as well as it does is because the entire crews came back across the board. Not only did we have the same cast, the same director, same visual effects people, we also had the same special effects people and the same creature and makeup people. The Scorpion King is probably the most difficult thing that we had to do on this movie. We wanted to create a truly memorable cinematic creature. Sommers va créer le personnage en pensant au Minotaure et en regardant à nouveau Jason les Argonautes de Don Chaffee, adorant les grands classiques du cinéma. Il est pourtant le clou du film et aurait pu devenir une référence du bestiaire des monstres du fantastique, mais non, rien n'y fait. C'est sympa dans le mouvement, mais la texture et le visage sont juste commencés. John Burton, lui, se retrouve à chaque coup de fil du réalisateur en PLS sans savoir s'il pourra ou aura la possibilité de faire ce qu'il demande. Pour la poursuite en dirigeable dans les gorges de Petra, les échelles du canyon seront agrandies pour donner une nouvelle dimension à la maquette d'ILM. De 15 mètres de haut, elle va passer à 200 mètres dans le film et le Nil sera incrusté en bas, ce qui donne une impression de faire 100 mètres de large. Londres sera recréée aussi en version 1933, ainsi que les nombreux temples et pyramides du film. Chapitre sur les acteurs plus rapides puisque j'ai déjà parlé des personnages principaux dans la vidéo du premier film. Brendan Fraser revient donc en Rick O'Connell et empoche plus de 10 millions de dollars, une augmentation en rapport au premier où il en avait gagné 5 après avoir fait patienter jusqu'au dernier moment les studios. We've set our film 10 years later. The people that we got to know in the first have kept together and the relationships have evolved. Rick est plus aventurier que dans le premier, beaucoup moins naïf et maladroit, un homme d'action qui fonce et donne de parfaites séquences d'action. Il s'impliquera comme toujours et va se tordre le genou, se casser une côte et se démonter une vertèbre dorsale. Rien que ça. Beaucoup de critiques d'alors vont littéralement chier sur son jeu d'acteur, sûrement les mêmes connards, qui nous diront plusieurs années après à quel point il leur a manqué avec la sortie de The Whale et à quel point il était bon acteur dans Les Momies. Des mémoires courtes pour sembler être crédible. Il est pourtant absolument formidable, ultra bon en aventurier. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Et la scène avec la mort d'Ivy m'émeut à chaque fois par son jeu. Je m'en sortirai très bien. Nous y retrouvons aussi bien sûr donc Rachel Weisz qui revient elle aussi, mariée cette fois à Rick et maman d'Alex, leur enfant de 8 ans. My character's grown up a lot. She's no longer kind of earnest, timid, wide-eyed librarian. Son salaire augmentera de façon conséquente à elle aussi. Evie est plus énergique et tenace dans le film, plonge dans l'action et est bien moins réservée que dans le premier. Un bonheur dont l'actrice semble plaisir à interpréter.
Elle est apparemment possédée par la fille du pharaon Séti Ier, et c'est par ses visions que nous allons revoir l'assassinat de ce dernier qui était dans le premier film, mais c'est cette fois du point de vue de la fille et sous la musique d'Alan Silvestri, permettant aussi en même temps la résurrection d'Anang-Sunamun. Elle va se battre et dézinguer Madame Imhotep en se battant à l'ancienne, mais façon Kuba aussi. John Hannah revient aussi en Jonathan et récupère $1 million au passage en salaire, toujours gaffeur et voleur, et nous avons le grand Ardette B, le chef des Medjay, toujours un plaisir de le retrouver. Et c'est toujours Oded Fehr qui le joue, plus présent que sur le premier opus. Imhotep et Anang-Sunamun ou Mila Naïs, suivant qui elle joue, sont tout autant de retour mais semblent moins valorisés que dans le premier. Le pauvre Imhotep sera en plus trahi par l'amour de sa vie qui s'enfuira sans le sauver. Et va s'abandonner au limbe pendant que cette dernière sera dévorée par les scorpions. Petit nouveau pour l'équipe, Dwayne The Rock Johnson trouve ici son premier rôle au cinéma en Matthäus le roi scorpion. He was a fierce warrior and he led thousands and thousands of men. He conquered a lot of land and he conquered a lot of armies. He should cheat a little bit more further to his right. The first challenge The Rock faced was learning a new language. I had to speak and learn ancient Egyptian. You're yelling, and then you turn and go, Aku Mashenda! Whoa. Which was interesting. Aku Mashente! I'll have that with me for life. I'll always remember that. That's great. I'm directing The Rock. For me, actually, the real key was when we sent it to The Rock. You know, he doesn't have to do this movie. He's got many things on his plate. But he read the script and said, oh, I want to play this part. This will be fun. And then I knew we really had something. Le roi Scorpion et son armée subirent une lourde défaite. Il est en train de penser sérieusement à changer de carrière et de passer du catch au cinéma, ce qui va réussir effectivement. Il va aussi par ailleurs tellement impressionner les pontes du studio qu'il va enchaîner directement avec le film sur les origines de son personnage, le roi Scorpion, qui sera réalisé par Chuck Russell et qui va donner pas moins de 4 suites, mais sans lui. Consentait à épargner sa vie et l'aider à vaincre ses ennemis, il lui offrirait son âme. What do you want me to go to on this, Steve? And as far as for preparing for the role, you know, I'm in decent shape. I just had to prepare for the sun, but there is no preparing for the sun out here in Morocco. Aku Mashente is the command. In Arabic, it means it's hot as hell. Anubis accepta son offre. Et lui... Son personnage restera grâce au charisme du bonhomme et c'est seulement 9 minutes de présence à l'écran, pas mal pour un novice. Le reste c'est de l'histoire et le gars va gérer son succès de façon admirable sans avoir un seul réel grand film à son actif, il faut le dire. C'est étonnant mais c'est très bien joué, un vrai homme d'affaires. Alex O'Connell est donc le fils de Rick et Evie qui, en posant sur son poignet un bracelet, va se retrouver lié à lui, seul objet capable de montrer la carte que recherche Imhotep. Malheureusement, le bracelet ne peut être enlevé qu'arrivé à destination. Et encore, il faut le faire avant que le soleil touche la pyramide, sinon il meurt. Un gosse pas chiant, même drôle, ça fait plaisir, héritage du mix entre ses deux parents, débrouillard, et je l'ai dit pas chiant ? On arrive bientôt ? Non. 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 On arrive bientôt ? Il est interprété ici par Freddie Bowes, et même si l'on aurait pu penser que la présence d'un enfant à l'écran aurait occulté le fantastique et amoindri l'action, eh ben c'est l'inverse, nous n'avons pas droit à un spectacle familial, il n'en est rien, et c'est très bien ainsi. Balthus Hafez travaille pour Mila, c'est un homme peu respectable, responsable du British Museum et qui aidera la résurrection de la momie, un acteur que l'on a vu dans La Loi du Milieu de Mike Hodge, Les Duellistes de Ridley Scott, Krug de Peter Yates, Jeu de guerre et Le Sein de Philip Noyce ou Braveheart de Mel Gibson. Wouah, j'en reviens pas. Il ratait mon coup. À ses côtés, en homme de main, nous avons Adewale Akinyoe Agbatch. Alors ça pour le prononcer, vous m'excuserez si je me trompe, se fait emmerder par le jeune Alex sur qui il veille après l'avoir kidnappé en Lochna.
Il est bien sûr surtout connu pour son personnage de Simon Adebisi, infâme et vicelard dans l'excellente série Oz. Il va bien sûr se battre contre Ardette B, c'est son ennemi juré, et finira d'un coup de lame. Mais bordel, après un cri dans l'océan et le premier momie, Jerry Goldsmith et Stephen Sommers avaient l'air d'être partis pour essayer de réussir une nouvelle collaboration comme celle que le compositeur avait eue avec Joe Dante. La raison principale dira que Goldschmidt n'était pas intéressé par le projet, ce qui est vrai, tellement vrai que la vérité est plus dommageable. Lors d'un concert, effectivement, le Jerry s'apprête à jouer la musique de La Momie, le premier volet, et dans son speech juste avant, va expliquer qu'il ne comprend pas le succès de ce film qu'il trouve stupide. Petit problème, Stephen Sommers est dans la salle. Alan Silvestri va donc être choisi pour un score spectaculaire sur un film qui ne l'est pas moins. Il va utiliser le Symphony of London et un très gros orchestre et des chœurs monstrueux, des percussions folles, et va nous donner la définition même de la grosse musique américaine où il ne manque qu'une petite chose, un petit peu d'originalité. N'empêche que ce volet va donc contenir une musique excitante, l'on y plonge à deux pieds dans cette énormissime partition de film d'aventure dont le souffle épique est certain, remarquable dans sa cohérence musicale et impressionne par sa puissance, même si pour les fans du compositeur, nous avons une petite impression de déjà entendu qui flotte dans l'air. De même, la thématique est très forte avec le love theme entre Rick et Ivy et le thème héroïque du film bien sûr, qui fait plaisir comme celui du roi Scorpion, intéressant pour le novice mais peut-être la seule faute de goût pour ceux qui connaissent un peu la discographie du compositeur, reprenant carrément le thème d'Hérode que le compositeur nous avait donné sur le mort ou vif de Sam Raimi. Une musique qui en impose, presque épuisante à l'écoute, tellement elle est riche et qui ne s'arrête jamais, et ce dès l'ouverture dans le prologue du film avec l'histoire du roi Scorpion, ou chœur en puissance maximale accompagné de cuivre et de cordes bien sûr, et surtout les percussions qui sont chères à ce compositeur. Heureusement, les scènes romantiques entre Rick et Ivy nous reposent un peu les tympans par sa majestuosité et Silvestri va réussir à mettre la musique en adéquation parfaite avec les images, comme Jerry Goldsmith l'avait fait avant lui, mais avec une puissance et une maestria sans commune mesure, comme souvent chez lui, qui n'oublie pas l'aspect sombre et horrifique du format fantastique que lui offre Sommers. Imhotep et Anck-su-namun ont eux aussi leur thème d'amour, bien plus sombre, très perceptible dans la scène où les deux êtres se retrouvent enfin après des millénaires, séparés dans l'au-delà. Evie! Non! Fiche le camp! La séquence à Londres est sûrement une des plus réussies du film cinématographiquement, mais en plus, musicalement, la plus géniale. Alan y développe son superbe thème héroïque à l'ancienne, véritablement excitant et entraînant aussi, qui nous permet de retrouver les grandes heures des partitions symphoniques d'aventure, comme Les Aventuriers de l'Arche perdue de John Williams. Ici, c'est absolument génial à l'écoute, mon passage préféré, avec l'arrivée de la pyramide et la mort d'Ivy. Une puissance émotionnelle qui souligne le jeu de Brendan Fraser en voyant la femme qu'il aime sans vie, un vrai morceau tragique et réussi. Bien soin d'Alex. Non. Un orchestre frénétique qui s'en donne à cœur joie, des chœurs puissants qui définissent les batailles folles du film avec un nombre incroyable de personnes à l'écran. Evie! Non. D'ailleurs, comme le film, malheureusement, qui ne fut pas complètement terminé par manque de temps, la musique du film, qui sortira à l'époque chez Decca, sortira de façon précipitée, avant la sortie du film, en y en mettant carrément toute la dernière partie de la baston finale, non encore enregistrée, ce qui va frustrer beaucoup d'auditeurs ne comprenant pas ce choix clairement commercial. Heureusement, après de nombreux disques promo contenant l'intégralité de la musique, Intrada sortira un double CD en 2018 avec 71 minutes sur le premier et 42 sur le second, sans les extras, nous donnant ainsi 1h52 de musique pour un film de 2h10. Cela laisse peu de moments sans musique, les années 2000 et leur excès.
Reste une musique généreuse pour certains qui frôlent l'indigestion, où les percussions à la Predator et l'orchestre imposant ne peut que nous laisser sur le carreau. Un bonheur d'écoute malgré de petits défauts négligeables, surtout que Alan Silvestri a dû travailler dans l'urgence, même s'il aura entre 9 et 10 mois pour écrire toute cette partition. Épique, tragique, humoristique, héroïque et thématique en diable, ce Mummy Returns reste incroyable et se doit d'être écouté, voire acheté et possédé, et Silvestri et Stephen Sommers continueront leur collaboration, notamment sur un Van Helsing très musical là aussi. Le retour de la momie n'aura jamais fait l'unanimité malgré son succès, la faute à des effets spéciaux parfois non finis, mais heureusement compensés par un scénario extrêmement solide et un sens de l'aventure absolument parfait. Un film survitaminé, clairement, comme Sommers le fera sur son film suivant, Van Helsing, qui tient presque plus du parc d'attractions cinématographiques que du film d'aventure plus classique comme le premier. Mais ce n'est pas un défaut sur ce film, loin de là, par une capacité qu'a Stephen Sommers à gérer l'aventure comme personne ne l'a fait depuis longtemps. Un résultat à la hauteur du projet, pharaonique à l'époque, mais Le Seigneur des Anneaux arrive et remettra une nouvelle couche sur les possibilités artistiques d'un projet. 2h10 pleine de rebondissements, condensant ce qui se fait de mieux dans le genre, et il y a de quoi faire. Le spectateur est ébloui malgré encore une fois un final en demi-teinte, niveau effets spéciaux seulement, et pour beaucoup, critiques et spectateurs, un film spectaculaire mais vide. Mais ça, les goûts et les couleurs, c'est compliqué. Stephen Sommers est loin de faire des films parfaits, on en est certain, mais assez remplis d'un enthousiasme tellement rafraîchissant, nous faisant oublier un instant les soucis quotidiens et dont la durée passe crème, comme une lettre à la poste, vite, rythmée et réussie. Bah on s'ennuie pas quoi. En 2008, Rob Cohen donnera un troisième volet plutôt fade, le cœur n'y est clairement pas, et Rachel Weisz ne revient pas en plus et manque clairement, et l'on a beau apprécier Jet Li, il n'est absolument pas bien utilisé et cela ne donne rien d'explosif. Un film étonnant et réussi, qui reste encore aujourd'hui réussi dans sa capacité à rassembler et distraire, c'est déjà ça, et qui mérite bien sûr son 6 poils sur 6, qui aurait mérité plus si les effets avaient été réussis sur le plus important, ce putain de roi scorpion à la tronche ratée, mais l'on s'en fout, une question est plus importante, où est passé Stephen Sommers, bordel de merde? Il manque. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.